Salut les gars, bon, petite session, on se retrouve sur l'étang Milan, encore une fois, j'ai fait une vidéo sur ce plan d'eau déjà début d'année, donc là j'ai voulu revenir sur une période un peu plus chaude, donc je suis revenu seul, j'ai pris le poste 2 cette fois, vu que la dernière fois j'avais pêché en fait entre Victor et Kiki, donc j'étais vraiment au milieu. Là j'ai voulu pêcher un peu plus la reculée du poste 2. Donc on va voir, on va essayer de s'en sortir, on va essayer de faire quelques poissons. Tout le monde, ceux qui ont déjà pêché l'étang Milan savent que c'est un plan d'eau assez particulier. Ça peut marcher comme non. C'est vraiment en fait d'un spot, un spot peut très bien marcher la veille et le lendemain plus marcher du tout. Le poisson doit beaucoup circuler, je sais pas, pour l'instant j'ai pas encore cerné comment fonctionne le poisson. Donc déjà les premières cannes vont aller sur déjà un spot que je connais où j'ai fait mes premiers poissons cette année. Une autre canne va aller proche des obstacles. Et après je pense que je vais peut-être pêcher à peut-être 3 cannes ou 4 cannes, je sais pas. Et la troisième canne en tout cas elle cherchera. Je vais pêcher vraiment dans la reculée, le long des roseaux, et voilà, on verra si je vois de l'activité, peut-être juste au stick, pas de gros amorçage, juste voilà, je pêcherai je pense à la milchek et AHP Cheo de Spot en 16, je vais pas utiliser de gros diamètres, pas pour l'instant du moins. Si je vois qu'après ça marche pas, j'utiliserai peut-être des gros diamètres pour changer un peu. Et peut-être juste un petit stick de pellet en 9, quelque chose comme ça, vraiment très peu quoi, une dizaine de pellets dans le stick, un petit stick, et vraiment essayer de gratter des poissons, fouiner quoi, regarder où il y a de l'activité, et voilà, essayer de gratter quelques poissons comme ça. On va voir, on va voir. Enfin voilà, je vous remontrerai de toute façon les montages, je pense. Peut-être cette fois filmer pour ceux qui me l'avaient demandé. Filmer peut-être plus comment je le fais, peut-être comment je réalise mes montages. Ou voilà, je vais voir. Je vais voir et puis essayer de filmer des poissons. Ce serait sympa quand même. Et puis voilà, et après je vous montrerai peut-être les spots qui m'ont permis de toucher du poisson. Et puis voilà. Bon bah allez, à tout de suite, j'espère. Take him from the yard there. Badaboum, premier fiche, accompagné de monsieur Rény, Mika la menace qui est en train de me bouffer toutes mes bouillettes là. Et badaboum, il était sur le point de partir et c'est cette belle mémère qui vient taper sur une milchek en 16. Elle les kiffe. I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every heartbeat. You know I'll come running. You go to war, then I'm going with you. Bon là, je vais vous montrer un petit bas de ligne que j'utilise maintenant dans 3/4 de mes pêches, si c'est pas plus. J'espère qu'il y a un peu de vent, j'espère juste que vous arrivez à bien m'écouter. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Donc voilà, dans un premier temps, je vais vous montrer ce qu'on a besoin. Donc briquet, ciseaux pour éviter de se niquer les dents. Fluoro, là j'utilise du 20 livres parce que je pêche en étang. Vous pouvez même utiliser après plus fin si vous n'avez pas d'obstacle, que vous n'avez pas besoin de brider un peu le poisson. Vous pouvez utiliser beaucoup plus fin. Et après vous pouvez utiliser beaucoup plus gros parce que j'utilise ce montage de partout, hein, vraiment étang, gravière, rivière. Je l'utilise de partout. Donc voilà, là c'est du 20 livres. Hop,
après, comme hameçon, j'utilise la gamme Claw. Donc là, vous voyez, hein, j'ai de tout. J'ai de tout, j'ai du 5, du 6, du 7, du 8, du 10. Donc après, en fait, ça change tout simplement par rapport en fait à mon appât. Je veux dire, plus mon appât est petit et plus je mets un hameçon petit. Et plus mon appât est gros et plus je mets un... Donc là, voilà. Certains vont trouver ça un peu gros. Je vous montre précisément ces hameçons, les Claw, par rapport à leur forme assez particulière, qui en fait augmentent énormément leur résistance. Donc c'est pour ça que j'affectionne de plus en plus ces hameçons. Ils ont un super piquant en plus, donc c'est vraiment top. Hop. Donc après, je vais vous montrer, hop, voilà, ces petites vrilles. Donc que j'utilise en fait au lieu de mettre un anneau, et ben je mets ceci. Donc il y a différentes tailles là, donc je les utilise les grandes pour tout ce qui est appât de 24 à 30 mm. Allez, 30 mm. Donc là, plastique comme ça, vous voyez qu'elles sont en plastique et beaucoup plus grosses, c'est pour tout ce qui est appât un peu plus mou. Donc pop-up ou after. Hop, et là c'est celle que j'utilise le plus, les petites, pour des appâts de 16 à 20 mm. Enfin moi je les utilise comme ça personnellement. Je les utilise même sur des graines assez dures quoi, style Tiger. Donc voilà, donc là on va utiliser ça. J'en sors un, j'essaye. Hop là. Hop, un petit morceau de fluoro. Et là on va utiliser, on va utiliser du ouais non, 6, non. On va utiliser du 7. Tiens, on va utiliser le dernier, il en reste plus qu'un. On va l'utiliser. Hop là. Donc voilà. Hop, déjà je me coupe un petit morceau de fluoro d'à peu près 30 cm. Je suis un gaspilleur, faut le savoir. Je suis un gaspilleur, je cherche pas du tout à économiser. Donc voilà, j'utilise un morceau à peu près de 30 cm. Hop, mon hameçon. On passe une première dans la boucle. On laisse dépasser de quelques centimètres. Hop. On fait notre un petit bip. Notre nœud sans nœud. Hop, hop. Je vais y arriver, je vais y arriver, vous en faites pas. Hop. Bien serrer les spires. Voilà. Comme ça. Après on repasse le fluoro dans l'anneau. Toujours extérieur, intérieur. Jamais l'inverse. Ça augmente l'agressivité de l'hameçon. Voilà. Toujours extérieur de l'hameçon à l'intérieur. Ça augmente vraiment beaucoup l'agressivité de l'hameçon. Hop là. Après on prend notre petite vrille. J'appelle ça une vrille, hein. C'est pas tout à fait le vrai nom, mais j'appelle ça comme ça. Hop là. Comme ceci. Et on le repasse extérieur-intérieur, toujours. Voilà. On se prévoit une petite boucle de cette taille à peu près. Je coupe une petite longueur. Je protège avec mes doigts le bas de ligne. Et je viens brûler le bout du fluoro pour faire une petite boule. Voilà. Je viens appuyer avec le briquet. Voilà. Vous voyez, regardez. Je ne sais pas si on voit bien. Ça fait une grosseur. Là. Hop, une petite boule. Que je viens après plaquer là. Contre l'anneau de l'hameçon. Et alors, allez. J'ai ma petite boucle à l'arrière. C'est parfait. Et après, voilà, vous pouvez mettre tout type d'appât. Après, là, c'est de l'autre côté, c'est à vous de voir. Si vous utilisez des agrafes, vous faites une boucle. Et si vous utilisez des anneaux à œillet, quoi, je veux dire, des émerillons à œillet, excusez-moi, vous faites un nœud classique. Voilà. Donc là, moi, en l'occurrence, là, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. C'est juste un belle que j'ai fait comme ça pour vous montrer. Donc voilà, donc j'utilise vraiment là, et ça va être un montage, donc c'est un hameçon de 7, je peux mettre soit une bidance de
Oui, j'utilise le derrig en quelque sorte pour même les bidances, j'utilise le derrig tout le temps. Donc là, on peut mettre une danse de 16 ou alors de 20. Voilà. Après, au-dessus, l'hameçon n'est pas assez gros, enfin, c'est mon avis. Mais voilà. Voilà. Bon, voilà, bah, j'espère que ce montage vous aura plu. Donc, dites-moi votre avis. Il y en a qui trouvent ça inadmissible d'utiliser donc ce style de montage en danse. Il y en a qui partent du principe que le derrig est fait que pour des montages flottants ou équilibrés à la rigueur, mais surtout pas au fond. Et pourtant, je vous garantis que j'utilise sans arrêt ce montage, que ce soit au fond ou flottant, et ça pique ultra bien. C'est vraiment top. Moi, franchement, je suis super content. Je suis super content. Donc voilà. Voilà le petit montage. Parfait. Bon bah allez, à tout à l'heure. Bon, je vais vous parler un peu des techniques du coup que j'ai utilisées pour faire les poissons, hein, les quelques poissons. J'ai tout d'abord abordé le plan d'eau, sachant pas si le poisson était en grosse alimentation ou non. Donc on est en période un peu où les poissons s'apprêtent à frayer, donc est-ce qu'ils mangent ou pas, ou alors justement est-ce qu'ils s'apprêtent à frayer. Donc du coup j'ai opté ma pêche au tout début, donc pêche de bordure et sans amorçage. Donc sans amorçage, j'ai utilisé pop-up avec un micro stick, vraiment un tout petit stick de quelques centimètres avec du pelet sur des zones stratégiques. Donc ce que j'appelle zone stratégique, c'est j'ai placé 2 cannes le long d'une roselière dans une faible profondeur pour voir s'il y avait des poissons qui se préparaient à la fraie, pour essayer de capturer des poissons qui se préparent à la fraie. Et ensuite, j'ai placé 2 cannes sur des zones que je connais, où je sais que du poisson reste régulièrement parce que c'est des zones de tenue, des zones de sécurité. Donc pareil, avec toujours la même méthode. Sur les zones de frais, j'ai utilisé comme appât à chaque fois une de chaque. Donc je veux dire une bidance et une pop-up. Et après sur les zones que je connais déjà, des zones où il y a des obstacles, tout ça, il y a une canne que j'ai placée sur un spot que je connais, donc je sais qu'il est assez propre. Donc là j'ai utilisé bidance, et après un nouveau spot près des obstacles, et là je ne sais pas trop s'il y a donc branchage, feuilles, tout ça, j'ai utilisé pop-up. Donc première observation, première touche sur un spot que je connais bien, où j'ai déjà fait du poisson, qui a été fait à la bidance de 16, à la milkshake, avec juste un stick de pelet. Et donc du coup après j'ai attendu, je me suis pas tout de suite mis dans la tête ouais faut pêcher à la bidance, tout ça, du tout. J'ai continué sur mon idée et j'ai réussi après à déclencher 2 autres touches. Donc une touche encore à la bidance, j'ai tout touché à la bidance par contre. Je suis pas un grand pêcheur à la pop-up. J'ai touché donc à la AHP près donc d'un nouvel obstacle, près d'un buisson immergé où il y avait un petit trou. J'ai réussi à lancer mon montage vraiment à ras, pareil toujours avec un stick. Donc là je fais une magnifique foulie, même l'une sûrement de mes plus belles foulies à l'heure actuelle. Donc super content, un poisson qui dépasse largement les 10 kg, donc vraiment content. Et après seconde touche, d'ailleurs pendant que je ramenais la foulie, une miroir tout en longueur, pareil, qui dépasse largement les 10, et fait aussi sur une AHP. Et là par contre en bordure de roselière, donc je suis allé en fait repérer mon spot en waders parce que il y a très peu d'eau. Donc je suis allé tâter le fond, je suis allé marcher un peu de partout. Certains me diront oh là là t'as fait du bruit et tout, et regardez la preuve. Je dis pas que j'ai déroulé une demi-heure après, mais bon, en gros, quelques heures après, j'ai réussi à faire une touche. Donc j'ai pu repérer en fait le canal de l'étang. Ce que j'appelle le canal de l'étang, c'est le point le plus bas en fait sur toute la longueur de l'étang, l'endroit le plus vaseux. C'est l'endroit par où en général, quand la vidange d'étang s'effectue, c'est là que l'eau se rassemble et ça fait un petit sentier, un petit goulot quoi en gros. Et souvent on trouve de la nourriture dans ces endroits. Donc du coup j'ai pêché en fait sur le décalé d'1 mètre de ce petit goulot là, sur une petite surface de dur que j'avais trouvé. Enfin de dur, c'est pas du caillou, c'est juste que c'est un peu plus dur que tout ce qu'il y a aux alentours.
Donc du coup voilà, j'ai bombardé du pellet mou. Donc du pellet mou, c'est en fait du pellet que j'ai fait tremper avec l'eau de mon chènevis. Donc le pellet a absorbé l'eau du chènevis et du coup ben, il s'est humidifié, il s'est ramolli. Et donc je suis arrivé en waders et j'ai éparpillé mes pellets, pas une grosse quantité mais un petit peu quand même. Je dirais l'ordre de 1 kg peut-être, sur une grande surface. Et, du coup après j'ai balancé ma canne dessus avec un petit stick de pellet et une bille en 16 AHP endurcie. Et c'est comme ça que j'ai fait mon troisième poisson. Donc voilà. Après j'ai réussi à refaire une autre touche. C'est vraiment calmé sur la roselière. En fait j'ai eu une grosse pluie. Il y a vraiment l'eau a vraiment baissé en température et j'ai eu l'impression que les poissons ont abandonné tout ce qui est faible profondeur. Et j'ai continué en fait à avoir des touches où j'ai fait ma première touche. Donc sur le spot où je connais, dans une profondeur d'eau à peu près de 80 1 mètre d'eau. Et sur la zone de la roselière où il y avait plus peut-être 50 cm d'eau, vraiment j'ai pas réussi à continuer à avoir des touches. J'abandonne pas, je laisse toujours une ou deux cannes dans cette zone. J'ai essayé de pêcher en pleine eau, là je suis en train d'essayer de pêcher en pleine eau pour essayer de peut-être de toucher peut-être une autre sorte de poisson, des poissons peut-être un peu plus vieux qui sont un peu plus qui subissent la pression de pêche, je veux dire depuis peut-être plus longtemps et qui savent très bien que les bordures sont des zones où on pêche beaucoup. Surtout sur ce plan d'eau, à l'étang Milan, on pêche beaucoup en bordure, bateau amorceur, tout ça. Donc voilà, j'ai vraiment voulu essayer de toucher, j'essaye de toucher des vieux poissons du plan d'eau. Donc sur ces zones de pleine eau. Toujours pareil, j'ai repéré en waders, donc pareil, j'ai essayé de trouver une plage de dur à côté de ce fameux petit canal. Et là pour l'instant j'ai bainé pas mal de chènevis avec les milchek et pour l'instant ça n'a rien donné. Ça fait à peu près pas loin de 24 heures, ça fait pas tout à fait 24 heures, ça doit faire 20 heures à peu près qu'elle pêche la canne. Pour l'instant j'ai pas eu de touche, je sais que le montage pêche, qu'il est posé propre, que la bille a pas lâché, c'est une bille endurcie chez de spot. Donc il n'y a pas de problème. Je sais que je peux la laisser pêcher encore 24 heures plus. Et c'est peut-être d'ailleurs ce que je vais faire. Je vais peut-être la laisser encore pêcher 24 heures plus. À voir en fait un peu avec l'activité que je vais voir dans l'après-midi sur le plan d'eau. Voir si le poisson se rabat peut-être dans un secteur, peut-être dans des profondeurs peut-être un peu plus importantes. Donc je vais voir ça. Donc après, que dire de plus, j'ai eu donc mes deux dernières touches se sont effectuées auprès d'un obstacle. J'ai beaucoup galéré donc pour sortir mes poissons parce que il a fallu que j'aille les chercher à la nage. Voilà, toujours des petits moments de folie comme ça. Je suis allé les chercher à la nage. Du matin, ça fait un petit réveil un peu compliqué. Mais du coup, il a fallu que je démêle mes fils, que je coupe mes fils, que du coup je démêle mon fil qui était encore dans l'arbre. Une fois fini de démêler, j'ai pris donc le fil que j'avais dans l'autre main, donc mon fil qui était directement relié à ma bobine, et j'ai refait un nœud et du coup j'ai pu continuer le combat. Voilà, je déteste laisser mes poissons dans les obstacles. Donc je suis prêt vraiment à tout, surtout là dans un plan d'eau où on sait qu'il y a fort potentiel au niveau poids, on sait qu'il y a du gros poisson, donc ça me fait chier de laisser le poisson dans un arbre. Donc du coup voilà, je fais vraiment tout pour récupérer mes poissons, quitte à aller me baigner en plein milieu de mon spot et faire fuir le poisson, je m'en fous. C'est voilà, la moindre touche, c'est mon objectif, c'est de sortir le poisson, même si je dois aller me baquer pendant une demi-heure, me baigner. Donc voilà. Après chacun a sa vision des choses, certains préfèrent tirer comme des sauvages sur leur ligne, moi c'est pas trop dans mon idée. Je veux dire, là c'est des poissons d'étang, c'est des poissons qui sont pas habitués à manger sur les cailloux, donc ils n'ont pas les lèvres, les tissus hyper résistants, c'est des poissons qui ont quand même des tissus assez fragiles, donc du coup on peut pas se permettre de leur tirer dessus comme ça. Faut s'adapter, je veux dire, alors que quand je vais en barrage ou en Loire, je suis capable de tirer dessus comme un sauvage, mais bon, je sais que les poissons peuvent subir ce genre de combat. Donc voilà. Enfin bref, juste pour vous expliquer un peu ma vision des choses. Donc voilà. Bon bah écoutez, il me reste peut-être à peu près 48 heures de pêche, à peine, vraiment à peine. Un peu moins, ouais, il me reste 36 heures de pêche en gros. Donc je vais vraiment essayer d'optimiser mes chances et de faire tout pour toucher un gros poisson. Là je suis à 5 poissons, j'ai fait une belle tanche. Très content, j'adore ce poisson, donc voilà. Et je vais vraiment tout faire, peut-être changer d'appât, je sais pas, à voir vraiment.
changer peut-être de spot aussi, je sais pas. Je vais voir en fait, comme je vous ai dit, voilà, voir l'activité du poisson cet après-midi. Et puis agir en conséquence. Voilà. Observer l'eau, c'est très important. Avoir un sens de l'eau, comme on dit. Et puis voilà. Bon bah allez, je vous tiens au courant. Allez, à tout à l'heure. Et voilà les gars, la Milchek a encore frappé avec cette magnifique miroir en fin d'après-midi sur un coup que je connais, sur lequel d'ailleurs je fais la plupart de mes poissons. Ça y est, un poisson qui frôle la barre des 20 kg à très très peu. Donc voilà, super content. Un steak. Ah, je suis pas déçu de ces Milchek. Je suis pas déçu. Poisson de dingue. Bon, en espérant que dans la nuit, il y a sa grande sœur. Yes, ça c'est bon ça. Bon là les amis, on clôture cette vidéo avec cette magnifique commune qui frôle la barre des 20 kg, truc de ouf. Un poisson de dingue, d'ailleurs le collègue explose son record, magnifique. Il l'avait explosé précédemment avec un poisson d'un peu plus de 15 kg, pareil en commune. Truc de ouf, truc de ouf. Vive les temps Milan. Ça y est, il craque. Regardez-moi ce steak. Truc de ouf, au top.